Bonsoir tout le monde. Si je vous dis cancer, tout le monde comprend de quoi je parle, malheureusement. Plus ou moins, nous y avons tous été confrontés par nous-mêmes ou par nos proches. Si je vous dis épigénétique, là, j'ai perdu un certain nombre d'entre vous. Et si je vous dis épigénétique et cancer, là, j'ai dû perdre tout le monde. Ma mission ce soir, c'est de vous montrer en quoi le cancer est une maladie épigénétique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques définitions, de manière à ce que tout le monde puisse suivre confortablement. Tout d'abord, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, le mot désigne à la fois une science et les mécanismes qu'elle étudie. La finalité de ces mécanismes étant de mesurer, d'évaluer, de contrôler l'activité des gènes. Et un gène, c'est quoi? Un gène, c'est ça. C'est-à-dire un petit bout de chromosome, un petit bout d'ADN, sur lequel est inscrite une recette qui permet de fabriquer une protéine. Les protéines, ce sont les fourmis ouvrières de vos cellules, ce sont elles qui sont responsables de tout ce que font vos cellules. Dans l'espèce humaine, nous avons 20 à 25 000 gènes. Ces 20 à 25 000 gènes, ils sont installés sur nos 46 chromosomes. Et où sont-ils? Eh bien, chacun de nos 46 chromosomes sont présents dans nos cellules, dans un compartiment qu'on appelle le noyau. Et donc, toutes nos cellules, dans un individu adulte, environ 100 000 milliards de cellules, chacune a un noyau et à l'intérieur, les 46 chromosomes et les 20 à 25 000 gènes. Mais si nous avons autant de cellules avec tous ces gènes, comment se fait-il que ces cellules, en réalité, soient aussi différentes les unes des autres? Parce qu'un neurone, vous convenez bien que c'est très différent d'une cellule sanguine ou d'un spermatozoïde. Et pourtant, ces trois types cellulaires ont chacun les 20 à 25 000 recettes. En réalité, s'ils sont si différents les uns des autres, toutes nos cellules, c'est parce qu'elles n'utilisent pas la totalité des 20 à 25 000 recettes. Elles vont choisir et utiliser uniquement celles dont elles ont besoin. Comment ça marche? C'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? Donc, ce sont, comme on l'a dit, des mécanismes qui vont dire aux cellules, toi, tu es une cellule de pancréas, donc tu dois fabriquer de l'insuline, donc tu dois être capable de lire la recette pour fabriquer l'insuline. Toi, tu es un neurone, tu ne dois pas fabriquer l'insuline, donc il ne faut pas que tu lises cette recette-là. Plus précisément, imaginons que mon petit bout de chromosome, ma recette, soit celle qui permet de fabriquer l'insuline et que je suis dans une cellule de pancréas. La cellule va avoir déposé à l'endroit du gène des petites modifications chimiques que je matérialise avec les pinces à linge verte. Ces petites modifications chimiques, on les appelle des marques épigénétiques et puisqu'elles sont vertes, elles sont permissives. Et donc dans le pancréas, la recette qui permet de fabriquer l'insuline est ouverte, accessible, et les cellules peuvent la fabriquer. Imaginons maintenant le même gène, la même recette, dans un neurone. Là, il ne faut pas fabriquer d'insuline. Et donc la cellule va avoir déposé sur son chromosome, à l'endroit de la recette qui permet de fabriquer l'insuline, d'autres marques chimiques, d'autres marques épigénétiques qui sont, elles, restrictives et qui ferment le chromosome, qui ferment la recette, qui verrouillent le gène et qui empêchent le neurone de fabriquer de l'insuline. Donc vous comprenez que dans toutes nos cellules, nous avons une collection de marques épigénétiques disposées sur nos chromosomes qui indiquent à la cellule quelle recette elle peut utiliser et quelle recette elle ne doit pas utiliser. On appelle l'ensemble de ces marques épigénétiques l'épigénome. Et cet épigénome,
il est caractéristique de chacune des cellules pour leur donner leur spécificité. Quel rapport avec le cancer? Le cancer, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une maladie de civilisation. C'est une maladie qui est aussi ancienne que l'humanité. Et le premier médecin à avoir décrit le cancer et à lui avoir donné son nom de crabe, c'est Hippocrate. Hippocrate décrit une tumeur du sein, et cette tumeur, elle a la forme d'un crabe, donc c'est pour ça qu'il lui donne ce nom-là. Un cancer, c'est quoi? Un cancer, c'est une cellule qui se met à devenir complètement folle, qui prolifère et qui donne une masse de cellules qu'on appelle une tumeur. Dans un organe en bonne santé, il y a des cellules, un nombre assez fixe de cellules. Une cellule, ça naît, ça vit, puis ça meurt. Et quand les cellules meurent, les petites copines autour disent « Eh, il manque du monde là, donc on va refabriquer des cellules. » Mais on va en refabriquer de façon contrôlée. On ne va pas en fabriquer des quantités industrielles. Et donc, ce processus de reconstitution de stock des cellules, il est parfaitement contrôlé au niveau génétique. On a découvert à la fin des années 80 qu'il existait deux grandes catégories de gènes. Des gènes qui permettent de stimuler la fabrication des cellules. Donc il en manque. Ces gènes-là sont activés et reconstituent le stock. Et puis des gènes qui empêchaient la reconstitution des cellules. Il y en a assez, il n'y a pas besoin de stimuler le système. Et vous l'avez compris, on a aussi découvert que ce sont quand ces gènes sont mutés, donc quand la recette est altérée, que la cellule peut devenir folle, échapper au contrôle génétique de la quantité de cellules et fabriquer une tumeur, fabriquer une masse de cellules en trop grande quantité. Ces gènes-là, on les appelle des gènes conducteurs de tumeurs. Il y a les oncogènes qui favorisent la prolifération des cellules et les gènes suppresseurs de tumeurs qui empêchent la prolifération des cellules. Donc que ce soit l'une ou l'autre de ces deux catégories, si les gènes sont mutés, les cellules perdent le contrôle de leur nombre et rentrent dans le processus de fabrication des tumeurs. Mais vous voyez bien où je veux en venir. On sait maintenant, depuis le XXIe siècle, qu'il n'est pas nécessaire que ces gènes-là soient mutés pour que les cellules perdent le contrôle. Il suffit que les marques épigénétiques qui contrôlent l'activité de ces gènes soient altérées. Et ça suffit à faire perdre à la cellule le contrôle de son destin en termes de prolifération. D'où viennent-elles ces mutations, ces épimutations, puisque l'altération des marques épigénétiques qui fait perdre le contrôle de la bonne activité des gènes, on appelle ça des épimutations. D'où viennent-elles? Dans les deux cas, elles surviennent par hasard, et dans les deux cas, elles sont liées à des facteurs externes, comme l'environnement, ce que vous respirez, ce que vous mangez, ou des facteurs internes, notre métabolisme, notre âge. Donc dans les deux cas, ce sont ces deux origines. Prenons l'exemple des mutations. Vous allez partir en vacances, vous aimez peut-être prendre des bains de soleil. Donc vous allez vous étaler sur une serviette à la plage et les rayons du soleil vont taper sur les cellules de votre peau. En faisant ça, elles vont créer dans l'ADN, elles vont abîmer l'ADN des cellules de votre peau et ça risque de fabriquer des mutations. Mais heureusement, nos cellules sont très bien équipées d'un point de vue génétique pour réparer toutes ces mutations-là. Et donc même si vous passez des heures au soleil, ce qui n'est pas recommandé, mais même si vous passez des heures au soleil, vous n'allez pas fabriquer une multitude de cancers de la peau. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez partir au soleil tranquille. Les épimutations, c'est la même chose. Elles surviennent avec les mêmes facteurs environnementaux, externes ou internes. Exemple, vous êtes fumeur, vous inhalez une bouffée de cigarette, la fumée pénètre dans vos poumons, elle pénètre dans les cellules de vos poumons, et là, elle modifie l'épigénome des cellules de vos poumons. Et si ces modifications s'accumulent, s'empilent, vous fumez pendant des mois, des années, eh bien, elles peuvent finir par toucher
les gènes conducteurs de tumeurs et altérer leur activité. Malheureusement, contrairement aux mutations que l'on sait réparer, et de façon très efficace, nos cellules ne savent pas réparer les épimutations. Et elles vont s'empiler les unes sur les autres et finir par ouvrir la porte au cancer. Mais il y a quand même un espoir, puisque ces épimutations et cet épigénome, il évolue au cours du temps. Il évolue au cours de notre vie. Et ça a donné l'idée aux chercheurs de fabriquer des médicaments qu'on va appeler des épimédicaments, qui vont être capables de réparer notre épigénome quand il est abîmé. Les épimédicaments de première génération sont déjà utilisés en clinique, en général pour des cancers du sang, mais ce sont des médicaments un petit peu bulldozers. Vous allez prendre un comprimé ou avoir une injection, et il va y avoir une modification de l'épigénome de toutes vos cellules. Et donc ça crée des effets secondaires très inconfortables. Donc on s'en sert vraiment dans certains cas, mais l'usage n'en est pas complètement répandu. Mais les épimédicaments de seconde génération, eux, sont beaucoup plus intéressants, puisqu'on va aller corriger l'épimutation à l'endroit où elle a lieu et à l'endroit où elle joue un rôle délétère. Et donc on va pouvoir réparer la cellule exactement au niveau du gène qui est abîmé, du gène qui dysfonctionne, pour restaurer la fonction de ce gène-là. En d'autres termes, les épimédicaments de deuxième génération, ils nous donnent l'espoir de pouvoir guérir le cancer, non pas en tuant les cellules cancéreuses, mais en les soignant, en les réparant, et pour le plus grand bénéfice des malades. Merci de votre écoute.